Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, j'accueille Quentin Randis, premièrement un bon pote à moi et accessoirement entrepreneur, coach sportif et créateur de contenu. Alors il y avait beaucoup trop de choses sur lesquelles on aurait pu partir, donc j'ai préféré cadrer un petit peu la discussion aujourd'hui sur son parcours de créateur de contenu, de création et encore plus sur son podcast, car Quentin possède un podcast qu'il anime toutes les semaines qui s'appelle Biceps and Mindset, que j'écoute aussi personnellement et que j'apprécie beaucoup, et j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus et de pouvoir profiter aussi de son expérience à lui vis-à-vis du podcast et qu'il puisse la faire partager à toi, à tout le monde, notamment en ce qui concerne la création, le lancement d'un projet, comment oser faire les choses, parce qu'on va beaucoup parler de ça, on va beaucoup parler de développement personnel qui est lié à cela, parce que c'est un thème qui nous anime tous les deux pour le coup, et c'est aussi pour ça qu'on s'entend si bien. Et on va donc voir comment il a compris un petit peu quel format de création lui correspondait le mieux et comment il a osé faire le premier pas pour libérer son projet dans le monde. Une fois ce projet lancé, on va voir comment il fait pour être régulier, parce que lui, pour le coup, toutes les semaines il y a un épisode, il n'a pas le choix. Comment il fait pour ne pas manquer à l'appel et réussir à être présent au rendez-vous à chaque échéance. On va parler inspiration, quelque chose qui est très lié à tout projet créatif, comment l'a trouvé, comment ne plus être à court d'idées. On va voir comment est-ce que lui réussit à se renouveler tout le temps, et j'ai trouvé ça pas mal du tout, et ça pourra parler à d'autres personnes, c'est sûr. On va voir comment ne pas laisser la résistance te vaincre, tu sais, cette force qui te freine constamment dès que tu as envie de faire quelque chose, encore plus quand c'est quelque chose de créatif, notamment au moment où tu dois t'y mettre. On va voir comment cultiver une mentalité qui puisse réduire la quantité de discipline qu'on a à mettre pour atteindre nos objectifs, pour nous mettre un pied au derrière, de façon à nous mettre au travail. Alors on va prendre son podcast et le format du podcast en exemple pour tout cela, bien sûr, mais ça reste complètement applicable à énormément d'autres choses qui pourraient te concerner en rapport avec un de tes projets personnels. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. J'ai beaucoup apprécié cette discussion et je te laisse en profiter sans plus de transition. Voici ma discussion avec Quentin Randis. Oh Quentin, bienvenue sur le podcast. Eric, what's up? Je suis très content d'être là aujourd'hui, merci pour l'invitation. Mais merci beaucoup à toi de prendre un petit peu de ton temps d'homme très occupé pour venir discuter un petit peu avec moi. Pour revenir là-dessus, je sais que tu es un homme aux multiples casquettes, t'es coach sportif, entrepreneur, podcasteur, j'en oublie sûrement. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas encore? Voilà, qui es-tu? D'où viens-tu? Bien sûr. À toi. Alors moi c'est Quentin, alors au début, pour faire long story short, vraiment je viens d'une petite ville dans les Alpes, mais après ça je suis parti vivre la vie d'expatrié, très rapidement vivre aux États-Unis, ensuite en Australie, puis en Angleterre. Et quand il a fallu rentrer en France pour monter ma boîte, je me suis aussi rendu compte que j'avais plus du tout envie de vivre en France. Du coup je suis reparti à l'étranger, donc je vis 100% de ma vie à l'étranger, du coup en remote, ce qu'on appelle. Je travaille du coup en ligne, donc c'était mon objectif de vie pour ne pas, en fait c'était le challenge de pas devoir retourner vivre en France entre guillemets, même si attention je ne crache pas sur la France, loin de là, mais c'est juste que le lifestyle ne me convenait plus. Donc je suis entrepreneur comme tu l'as dit, j'ai créé ma propre entreprise que je peux gérer du coup depuis l'Espagne où je vis aujourd'hui. J'étais personal trainer du coup en Australie et en Angleterre, j'ai continué cette activité en ligne via une application mobile. Et à côté de ça, un peu de podcast et de création de contenu, histoire d'apporter un peu de valeur ajoutée, d'avoir du fun et de rajouter du piment dans cette vie. Eh ben, dis donc. Très bien, ouais, du coup, ouais, tu as un podcast, évidemment, et tu parles pas mal de tes expériences dessus, de tes expériences aussi de voyage et de vie en règle générale, et je sais que tu es très passionné par les langues, clairement. Totalement. Je dis toujours, en plus, c'est toujours un petit détail qui peut paraître tout bête, mais à chaque fois que je suis rentré de l'étranger, tu vois, la première fois où je suis parti vivre à New York, quand je suis rentré après 6 mois, je me sentais très mal et tous mes potes autour étaient là, mais pourquoi tu veux repartir? Tu devrais rester, t'as vu, on est bien ici, c'est une belle région, et c'est en effet une très belle région, mais c'est ce truc que si tu n'as pas vécu, tu peux pas savoir ce que tu manques. Dans ta tête, t'as une porte. Et en gros, tu ne peux pas savoir, tu peux pas l'ouvrir si tu sais pas qu'elle est là. C'est un peu l'amalgame que je fais, cette métaphore, parce que c'est vrai,
Parce que si tu ne l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai été passionné à travers cette ouverture d'esprit que j'ai pu vivre. On en avait d'ailleurs discuté au préalable. Tu m'avais d'ailleurs partagé ton expérience en Australie en particulier. Oui, effectivement, il y a un épisode sur le podcast de Quentin où on discute, où j'ai été invité il y a quelques semaines pour discuter aussi de mes propres aventures d'échange de langue et de choses que je ne partage pas vraiment dans mon contenu en temps normal. Non, et puis il y a beaucoup de choses à faire du coup à l'étranger. Quand tu ressors de là, tu reviens avec un esprit plus grand. Et pour moi, je pars du principe que si tu arrêtes d'apprendre, c'est que quelque part, t'es déjà vieux, que tu aies 20 ou 80 ans, quoi. Ouais, c'est bien. J'ai l'impression je sais pourquoi on s'entend bien. Je crois qu'on a des cheminements de réflexion un petit peu similaires pour certaines choses. Ça me plaît beaucoup. Sur ces podcasts, j'aime bien parler de création de contenu. Enfin, j'aime bien parler des choses qui m'intéressent, en fait, beaucoup. Et j'aime bien la création de contenu. Et tu as lancé un podcast il y a un certain temps. Ça fait combien de temps? C'est quand que tu as commencé ton podcast? Alors ça se compte en semaines parce que j'ai sorti un épisode par semaine depuis, histoire de rester vraiment consistant et régulier. Et j'en suis au 39e épisode, donc ça remonte à du coup un peu plus de 6 mois. Ça nous fait aux alentours de mai 2020. Ah ouais. Je crois que c'était ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Quand même, du coup, tu as réussi à passer le triangle des Bermudes des 5 à 15 épisodes après lesquels la plupart des podcasts créés semblent sombrer au fond de l'abîme. Donc tu as passé le test du feu, apparemment. Mais tu vois, c'est ça que tu me disais, ce que je savais pas du tout. Et moi, quand je regarde Joe Rogan, qui a genre 1600, 1700 épisodes, je me dis, mais c'est pas possible. C'est incroyable. C'est comme quand tu regardes Elon Musk, qui a, je ne sais pas combien de centaines de milliards, ou bien PewDiePie, qui a 100 millions et quelques d'abonnés, tu vois, là, quand même, on regarde, c'est bien d'avoir l'élite, ouais. Voilà, d'avoir l'élite, mais c'est vrai que Joe Rogan, c'est peut-être pas monsieur tout le monde, et c'est vrai que ça force le respect. Moi, j'écoute pas mal Tim Ferriss aussi, et c'est vrai que, selon moi, c'est un petit peu les figures de proie du podcasting. Mais bon, là, on parle vraiment des élus, quoi. C'était pas mal, d'ailleurs, les interviews de Joe Rogan avec Tim Ferriss. Tim Ferriss, très intelligent, d'ailleurs. Profil à partager, du moins, il faudrait vraiment que les gens se mettent à écouter ce qu'il dit en particulier. C'est vraiment intéressant. Ouais. Il a écrit des bouquins, etc. Et c'est vrai que ça... Il pèse, il est vraiment inspirant. Il y a pas de doute. Et toi, du coup, c'était quoi l'idée derrière cette création de podcast? Parce que t'avais déjà, du coup, ce que tu faisais à côté, ton coaching, tu gérais ta boîte, t'avais déjà sûrement de quoi occuper tes journées, j'imagine. C'était quoi l'idée derrière? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde et ce format spécifique? Alors, j'ai eu un regret au départ, c'était de pas avoir commencé à partager mes expériences à l'étranger sur le spot directement, en direct, avec une caméra à travers le vlogging ou autre, parce que c'était peu commun. Et je commençais moi à regarder les vidéos de Mark Fit, tout ça à l'époque quand je vivais à New York, et j'ai jamais eu le cran de me dire je vais acheter une caméra pour faire ça. C'était quand ça? Quelle année? C'était 2013. Ah oui, alors là tu parles du début du vlogging, clairement. Coup, enfin, après, je pense, clairement, ouais, d'accord. Après, j'ai déménagé en Australie, et pareil, j'étais toujours inspiré par ces mecs-là, mais j'arrivais pas à me dire, j'avais l'idée déjà de dire peut-être que je devrais acheter une caméra et commencer à faire quelque chose, mais je l'ai pas fait. Et malgré tout, le passage à l'action, c'est extrêmement important, parce que tu peux avoir toutes les idées du monde, toutes les envies du monde, si tu passes pas à l'action, tu ne sers à rien. C'est comme si tu n'avais rien fait. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc c'était un peu mon regret. Et après j'ai déménagé à Londres, j'ai rencontré un gamin de 16 ans qui m'a appris la vie. Alors aujourd'hui, il a 21 ans, il est multimillionnaire. Donc je suis pas surpris, mais alors pas du tout, parce que c'était vraiment un génie. Et il m'a dit, achète-toi une caméra et passe à l'action, bouge-toi le cul, quoi. En gros, c'est ce qu'il m'a dit, il avait 16 ans. J'ai fait ok. Et j'ai commencé comme ça, et j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube au départ à travers, je voulais du coup parler beaucoup de mon expatriation, mais sauf que le timing était mauvais parce que j'ai commencé à faire ces vidéos 2 mois avant de rentrer en France pour monter ma boîte. Du coup, ça avait plus trop lieu d'être. Donc au début, je les faisais en anglais sous-titré. Après, en rentrant en France, je faisais mes vidéos en français. Mais je me suis aussi aperçu d'une chose, c'est que j'aimais parler, que j'aimais rentrer dans les détails, créer une immersion totale, et que le format YouTube n'était pas adapté à ce que je voulais faire. Exactement. Et le problème, il était que YouTube, j'étais obligé de recommencer je cutais tout le temps pour essayer de raccourcir au maximum mes dires. Ah oui, alors ça. Je pouvais pas être complètement moi-même, je pouvais pas être cru autant que je voulais l'être. Et le podcast, c'est exactement le format que je voulais adopter pour remplacer ça. Donc YouTube, j'en fais presque plus aujourd'hui, ou exceptionnellement quand j'ai vraiment besoin d'une illustration visuelle, comme des vidéos d'entraînement pur et dur par exemple. Mais sinon, je vais me consacrer à uniquement de l'audio sur les podcasts pour pouvoir
parler un maximum, rentrer dans les détails vraiment le plus possible, donner une immersion totale et surtout faire appel à l'imagination et la créativité des gens parce qu'ils n'ont pas ce que j'ai vécu moi dans la tête directement en visuel, mais ils peuvent se l'imaginer et se transporter vraiment eux-mêmes. Et j'estime que ça inspire davantage de réagir comme ça. Et c'était aussi un format qui poussait à la proactivité dans le sens où tu peux faire autre chose en même temps. Et c'était absolument ce que je voulais promouvoir parce que de rester planté devant YouTube pendant des heures, je trouve pas ça hyper passionnant, enfin dans le sens où ok, c'est comme si tu regardais la télé mais tu fais pas grand chose d'autre à côté. Et même si tu apprends des choses sur YouTube, tu peux pas être proactif et faire autre chose en même temps, sinon tu vas décrocher de ce que tu es en train de regarder sur YouTube. Alors que là, tu peux l'écouter quand tu marches pour aller sur ton commute, pour aller au gym, pour aller au travail, dans ta voiture ou autre. Ça te permet vraiment d'être immergé, de faire deux choses en même temps et du coup ça te bouffe pas de temps sur ta journée en général tout simplement. Et ça me permet aussi de faire du one shot. Donc pas de cut ou quoi que ce soit, de rester complètement transparent, comme si toi et moi on avait une conversation, ce qui est exactement en train de se passer, et c'est aussi simple que ça. Ouais, je me reconnais bien dans ce qui t'a attiré sur le podcast. C'est vrai que moi, du coup, qui fais pas mal de vidéos, c'est pas du tout la même chose, le même format, les mêmes codes. Et l'auto-censure sur YouTube, moi, je la ressens à chaque fois que je fais une vidéo, rien que par le temps de production. Et là, on pourra en revenir, mais clairement, au niveau du podcast, produire un épisode, c'est moins pénible que quand tu dois avoir une caméra, des lumières, des cuts et tu dois maintenir l'attention de la personne en coupant chaque respiration, etc., etc. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas le post-production à faire dans le sens où si tu enregistres sur un logiciel ou que tu poses déjà des filtres et puis tu enregistres avec un bon micro, ce qui fait que ta voix ressort pas trop dégueulasse et que du coup, ça te permet de limiter maximalement la post-production. Il y a juste ce qui est plus compliqué, c'est d'être régulier, de trouver de l'inspiration quand tu parles tout seul pendant longtemps, quoi. Mm-hmm. Et d'apporter de la valeur ajoutée surtout. Parce que parler tout seul, c'est bien, mais raconter que des conneries, voilà, ça va 5 minutes. Et si on veut raconter que des choses qui réellement servent et apportent de la vraie valeur ajoutée, il faut aller creuser dans son cerveau, ce qui est à la fois hyper intéressant parce que ça permet d'avoir des réflexions personnelles qu'on peut mettre à la place de les mettre sur papier, on les met sur microphone, quoi. Et c'est pas mal parce que ça laisse des traces, ça laisse des notes. Et parfois, quand je me réécoute parler, je me dis putain, c'était pas con. Et c'est pas mal, du coup c'est tout bénef. On va revenir un peu sur ton processus de création, ça m'intéresse aussi parce que je suis un auditeur fidèle de ton podcast depuis un moment et du coup je te parle en tant que fanboy un petit peu aussi, tu vois. Je suis fanboy du tien aussi. Du coup je voulais revenir sur le lancement pur et dur de ton podcast parce que tu vois, comme tu l'as dit, avoir des idées, avoir des envies, c'est cool mais ça ne vaut rien tant que tu ne les concrétises pas un tout petit peu. Du coup, comment ça s'est passé ? Tu as eu cette idée, tu t'es dit tiens, le format YouTube, ok, ça marche bien, je vais essayer. Bon, c'est peut-être pas pour moi finalement. Est-ce que c'est un matin au réveil comme ça que tu t'es dit bon, je veux lancer un podcast et boum, l'après-midi, tu as enregistré ton premier épisode, ou est-ce qu'il y a quand même eu à nouveau un temps de latence où il a fallu te mettre un petit pied au derrière pour oser, parce que concrètement, se poser devant un micro, moi qui y suis passé, c'est intimidant la première fois, clairement. C'est intimidant, d'autant plus quand le premier épisode est extrêmement difficile. Et le premier épisode, d'ailleurs, je l'ai tourné... j'ai fait un récapitulatif réel du début de ma story, de ce que j'estimais important de donner aux gens pour qu'ils aient vraiment une remise dans le contexte, qu'ils apprennent à me connaître sur un plan plus émotionnel. Mais je l'ai fait à l'arrache dans le sens où j'avais pas de bullet points, j'avais pas de piste devant moi, j'avais rien en fait et je l'ai fait complètement comme ça. Et en fait, ça a été quand même un processus plus rapide de mise en place que YouTube, puisque YouTube c'était intimidant parce que déjà j'attendais absolument d'avoir une caméra pour le faire, alors que réellement, si tu te bouges le cul, tu peux le faire avec ton téléphone. Et là, j'ai pas attendu d'avoir un micro de qualité pour commencer. Et d'ailleurs, on sent la différence. Je crois que j'ai commencé avec mon bon micro avec lequel je te parle maintenant entre l'épisode 9 ou le 10, quelque chose comme ça. Mais tous les autres épisodes avant, je le faisais avec un petit micro cravate que j'avais pour YouTube avant. Et je me suis pas servi de ça comme une excuse. Parce que je me suis dit, ok, si tu veux investir dans un micro, il va falloir le mériter. Donc, il va falloir que tu sortes des épisodes avant. Parce que c'est trop facile de se dire j'achète ci, j'achète ça pour le faire. Je sais pas combien de personnes qui se sont équipées d'une caméra, je vais faire du YouTube, machin, et j'ai jamais rien vu d'eux. Et ça, je trouve que c'est ultra triste parce que c'est d'abord acheter et après faire. Alors qu'il vaut mieux faire et acheter quand tu as besoin du coup d'upgrader parce que tu en as vraiment besoin. Pour rendre ton travail plus qualitatif parce que tu t'es déjà prouvé à toi-même que tu arrivais à être régulier sur ta création. Donc c'est un peu ta récompense de dire ok, tu t'es bougé le cul, tu as fait 10 épisodes, tu peux investir dans un micro.
C'est comme ça que j'ai fonctionné. Et je suis aussi passionné de public speaking, dans le sens où j'aimerais beaucoup parler devant beaucoup de gens en même temps. Et je me dis que le fait de commencer comme ça, enfin, quand je dis parler devant beaucoup de gens en même temps, c'est en leur apportant de la valeur. Des Donc, conférences, c'est pas par juste exemple. parler pour parler. Et j'ai toujours aimé intervenir comme ça et j'ai été formé comme ça d'ailleurs à l'époque où je vivais à Sydney, parce que quand je suis devenu coach là-bas, ils me faisaient faire, j'étais dans un gym qui était, c'était un gym test. En fait, où ils testaient un nouveau concept et c'était du small group training. Et j'avais des fois, j'étais tout seul avec 28 personnes où il fallait que je les forme sur une telle ou telle... c'était quoi, des circuits training, tout ça à l'époque en fonctionnel dit, mais c'est pas du les mills, je devais pas parler avec mon micro et faire en même temps. Là, je devais tout leur expliquer, toutes les cues comme un coach en fait, réellement comme un personal trainer, mais en groupe. Bon, quand on était 28, on était 2, mais il y avait un lead trainer et je me suis fait en gros jeter dans la fosse aux loups. Comme ça, on m'a dit démerde-toi. On m'a posé devant une classe de 28 personnes, des Australiens, moi français avec un anglais, ça va, pas trop dégueu, mais voilà, l'accent australien est quand même particulier. En plus de ça, il fallait parler très fort. Il fallait s'assumer, quoi. Il fallait être distinct, il fallait parler correctement, que les gens comprennent bien. Et ça a été horrible, en fait. J'ai appris de la pire des manières. Mais du coup, c'est la citation « You have to learn the hard way », dans le sens où ça a vraiment été compliqué, quoi. On m'a pas laissé le choix, ça a été tu te démerdes, fais tes preuves et fais voir ce que tu vaux. Et en fait, ça m'a servi en fait. Et depuis lors, j'ai toujours aimé, j'ai eu aucun mal à m'exprimer en public et j'ai même commencé à apprécier le faire, dans le sens où si je pouvais transférer un message, transférer tout ce que j'ai appris à travers beaucoup de valeurs ajoutées et inspirer des gens à travers ma voix, je me suis dit ça peut être juste génial. Donc moi je voulais continuer à entretenir cette compétence parce que je le faisais plus tellement, je faisais beaucoup moins de YouTube, à part les stories Instagram, il se passait pas grand chose en termes de monologue. Du coup, je me suis dit, lance-toi, décris ton histoire, fais-le le mieux possible, inspire un maximum de gens à faire ci, à faire ça, à partir à l'étranger ou autre, apprendre des langues, plein de choses comme ça, mais à travers un message qui est puissant et avec un aspect très friendly, du genre je suis ton pote et je suis en train de te parler et comme ça tu y es vachement plus réceptif. Ok, ouais, donc ça a quand même été un petit processus avant que processus qui est né en fait de toutes ces expériences d'avant qui t'ont forgé un petit peu aussi, parce que t'as quel âge aujourd'hui? 30 ans? J'ai 30 ans. Ah purée, je te rejoins dans 2 semaines, je te rejoins. Oh là là, oui, tu vois, je vais pouvoir refléter là-dessus aussi également. Mais ouais, du coup, je suppose qu'entre cela, entre l'entrepreneuriat, entre toutes les autres fois dans ta vie où t'as dû te mouiller par toi-même, ou justement, comme tu l'as mentionné, on t'a poussé devant, on t'a jeté dans la fosse et à ce moment-là, t'es bien obligé de te battre. Je suppose que ça aide quand même à réaliser que il y a généralement plus de peur que de mal et qu'on en ressort généralement assez satisfait. C'est toute cette question de zone de confort en fait. Parce que forcément, quand tu vas te mettre à parler devant un micro tout seul, c'est hyper inconfortable. D'autant plus quand tu enregistres ton premier épisode. Moi, je l'ai même pas écouté parce que je me suis dit, je l'ai écouté, mais plus tard, je me suis dit, je vais le poster comme ça, je m'en fous. Je m'en fous parce que je me suis dit, l'appréhension de ce que les gens vont en penser, ça peut être le plus dur mentalement. Donc tu peux parfois, il y a des mecs qui ont dû certainement vouloir commencer un podcast, tourner le premier épisode, qui ont eu très peur de l'avis des gens et qui ne l'ont jamais diffusé. Comme les vidéos, c'est exactement la même chose. Par contre, c'est vrai que je me serais jamais pourtant c'est maintenant que j'y pense, c'est une bonne idée. Je me serais jamais peut-être pensé dire à moi-même OK Eric, tu tournes ta vidéo et tu la publies parce que sinon tu vas la regarder, tu vas second guess, tu vas te dire oh ça c'est pas bien, ça c'est pas parfait, ça c'est pas parfait. Mais en fait, c'est un très bon conseil, je pense, à tous les aspirants créateurs, que ça soit dans n'importe quel domaine ou format. Parce qu'en plus, on se rend pas nécessairement compte. C'est un petit peu triste à dire, mais normalement, le premier truc que tu sors, il y a pas grand monde pour le regarder. Alors c'est peut-être ça qui fait peur, parce qu'en fait, tu te dis que les seuls qui vont le voir, c'est tes potes, c'est tes proches, c'est ceux dont tu crains le plus le jugement, très certainement. Le jugement, bien sûr. Et ouais. Wow. Et du coup, est-ce que tu aurais un autre conseil du genre, une petite pépite en plus pour quelqu'un qui là nous écoute tous les deux parler, qui a ce petit projet, que ça soit un podcast, que ça soit de se jeter dans le monde dans un projet quelconque, qu'est-ce que toi tu aurais envie de dire à cette personne en plus? Je peux rajouter que c'est beaucoup plus facile quand on a pris conscience que la perfection n'existe pas. Ça n'existe pas.
Tu peux dire ce que tu veux sur un truc, ça c'est pas parfait, c'est pas parfait. La perfection n'existe pas. Quand tu as accepté que la perfection n'existe pas, tu sors de ce qu'on appelle le syndrome du garage, qui est le fait de l'entrepreneur qui va construire sa petite start-up et qui va jamais la sortir parce qu'il va jamais penser, il va jamais juger que c'est parfait parce que ça n'existe pas. Donc tant que t'as pas accepté ça, tu sortiras jamais de ta cave. Une fois que tu l'as accepté, c'est hyper facile. Ce qui fait que tu peux faire un truc qui est peut-être loin d'être parfait. Et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs sur l'épisode 1 que je me suis dit, j'ai dû faire de la merde, je sais même pas ce que c'est. J'ai parlé pendant 40 minutes et j'ai eu tellement de retours. C'est trop bien, fais d'autres épisodes et tout. Et c'est là où tu te dis, en fait, j'ai été trop con. Et depuis lors, je n'écoute plus mes épisodes, je les lance direct. Et je m'en fous. Et des fois, vu comme je te disais, je ne fais pas de cut. Donc ça me pousse en dehors de ma zone de confort dans le sens où je suis obligé de me démerder à parler, de pas faire de blanc ou autre. Parfois, ça peut arriver que je sois vulgaire ou autre, mais je m'en fous. C'est pas grave, c'est le format brut. Et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on est. Et c'est comme ça qu'on s'aime et c'est comme ça qu'on se marre. Donc il n'y a pas de raison. Je pense que, ouais, en tout cas, j'ai un peu déblatéré, mais en tout cas, c'est accepter que la perfection n'existe pas et tout devient beaucoup plus facile. J'admire cette façon de faire. Moi, c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans le podcast. C'est pour réussir à me détacher de mes scripts confortables et adorés que j'utilise beaucoup sur YouTube, qui ne fonctionnent évidemment pas sur un podcast et c'est justement pas ce que j'ai envie de faire. Mais je t'avoue que le one cut, enfin pas de cut, one prise, j'ai encore jamais réussi à le faire. Même parfois, je dois regrouper mes pensées. Tu vois, j'ai plein de bonnes petites excuses toutes prêtes comme ça en mode c'est pas grave Eric, reprends ta respiration, tu as le temps, tu peux te le permettre, les gens ne le sauront pas, tu vois. Donc j'admire énormément le fait que à la fois tu t'en foutes, ce qui doit être assez libérateur, mais qui en plus, moi qui écoute ce que tu fais, eh bien c'est, si ce n'est quelque chose, c'est juste un peu rafraîchissant de voir que en plus ça fonctionne. C'est effectivement une discussion complètement normale. Alors, évidemment, on va pas s'amuser à cut les et les, voilà, on parle normalement, mais j'admire la pratique, l'exercice et regarde, si tu remets en perspective le fait que par exemple tu aies une conférence à faire ou un TED Talk. Le TED Talk pour moi c'est le must, c'est le top. L'exercice ultime. Le jour où on m'invite à faire un TED Talk parce qu'on juge que j'ai beaucoup de valeur ajoutée à apporter sur tel sujet, je serai le plus heureux. Et ce qui est bien sur ce truc-là, c'est que c'est exactement le même exercice. Parce que tu peux pas créer des blancs de 30 secondes à dire merde. Là, tu dois être préparé. T'as encore plus l'appréhension, bien entendu, parce que autant un podcast, quand tu le commences, l'intro, tu peux la refaire 10 fois, c'est pas grave, mais quand t'es lancé, tu t'arrêtes plus. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, ça te force à même si tu te plantes, je veux dire, il y a pas de plantage. Tu peux pas revenir en arrière, en fait, quoi. Tu peux dire des mauvais mots, mais ce que je veux dire, c'est quand t'es dans une conversation en direct, comme sur un TED Talk, ou même quand t'es en train de parler, j'en sais rien, au principal de l'école, ce que tu veux, il y a pas un moment où tu vas bugger, où tu vas dire non attendez, je vais cutter ce que je viens de dire là les 10 dernières secondes, je vais recommencer. Bouge pas. OK, tu as oublié, je recommence. Ça existe pas dans la vie de tous les jours. Donc en fait, quand tu prends ce raisonnement là, c'est beaucoup plus facile aussi parce que tu te dis je déblatère comme je déblatérerais à n'importe qui en fait. Donc c'est ça qui rend la chose aussi plus facile parce que je me casse pas la tête, alors que c'est vrai qu'au départ, je me mettais la pression. Et je me rends compte aussi quand je fais mes podcasts comme ça, et souvent au départ j'attaque toujours un sujet avec des expériences personnelles qui m'ont du coup appris une leçon qui me permet d'en parler, parce que je me permettrais pas de parler sur quelque chose que je n'ai pas vécu. Et à travers ça, je me rends compte qu'au début, c'est pas que je me plante, mais j'ai l'impression de patauger. C'est qu'une impression parce que ça se ressent pas, mais moi je le ressens. Non, ça se ressent pas, justement. Et une fois que je déclenche après genre 3, 4, 5 minutes, ça c'est parti. Par contre, là ça s'arrête plus. Et généralement, je me dis je vais parler de ça va durer 10-15 minutes. Et quand je m'arrête, je regarde, c'est 45 minutes. Je fais bon, ok, écoute, tant mieux. Donc on verra. Mais en gros, c'est comme ça que je fonctionne et je go with the flow. Après, je me laisse aller dans le sens où j'enlève rien. C'était ça sur YouTube, tu devais éviter de parler de trop de choses pour que ça rentre vraiment dans la case. Là, tu as libre, c'est carte blanche. Donc là, je me permets de balancer tous les détails, tout le croustillant, le fun, c'est cool en fait. Et c'est ça que j'aime bien parce que c'est fun. Et moi, je ne fais pas les choses qui... C'est pour ça aussi que j'étais un très mauvais employé, que je suis devenu entrepreneur, parce que dès que ça me gonfle, j'ai plus envie de bosser. Et là, c'est la même chose. Si le podcast, ça me gonflait, je le ferais pas.
Donc tant que je suis passionné, je continue parce que j'y prends beaucoup de plaisir et que moi ça me fait kiffer, c'est fun. Ouais. Et ça se ressent. En 2 mots, bon, du coup, voilà, je crois que ce format de podcast, on l'apprécie bien tous les deux. J'ai envie de lui faire un tout petit coup de promo. J'aurais envie d'encourager quiconque à essayer cet exercice, histoire d'enlever un petit peu les éventuelles barrières au niveau technique. Comment tu t'y prends rapidement? Quel matériel tu utilises au niveau de l'enregistrement? Est-ce que un logiciel de montage? Est-ce que tu fais tout toi-même, la post-production? Est-ce que c'est compliqué? Non, je fais tout toi-même. Je fais tout moi-même parce que c'est relativement simple réellement. Après un petit coup de tutoriel YouTube, j'utilise simplement le logiciel Logic Pro et t'enregistres ta bande son et à la fin tu rajoutes un EQ. C'est surtout l'EQ qui va faire toute la différence en fonction du micro que tu as. Mais je veux dire, au tout départ, t'es pas obligé d'aller là-dedans. Comme je disais, je me suis permis d'acheter un micro plus cher. Enfin d'ailleurs, c'était un cadeau de ma maman pour mes 30 ans. Mais sinon, je veux dire, je l'aurais pas fait dès le début. Au tout départ, j'utilisais même pas Logic Pro. J'utilisais mon téléphone, le micro-cravate et l'application Voice Memo du téléphone, quoi. Et c'est tout. Pas de ce que tu veux derrière. C'était pouf, export, basta. Et puis t'as déjà ton fichier MP3, tu peux directement le mettre en ligne. Mais c'est ça, en fait, le truc, il est là. C'est que quand on veut commencer quelque chose, on voit tout de suite toutes les contraintes. Sauf que si tu simplifies tout, t'as pas toutes ces contraintes-là et tu peux rendre la chose la plus facile. C'est pour ça qu'il faut passer à l'action tout de suite. Et c'est d'ailleurs le passage à l'action, c'est marrant qu'on en parle là comme ça, parce que moi, l'épisode 39 que je recorde demain, il va passer là-dedans, parce qu'il y a des trucs en particulier qui me sont arrivés là-dessus, qui font que j'ai décidé de passer à l'action et pourquoi. Et j'ai fait, pour le podcast, c'est comme ça que j'ai fonctionné. C'était fais-le même avec les moyens du bord, tu t'en branles, tu le fais. Et tu peux même le faire sans avoir un micro-cravate, tu peux le faire. L'avantage, c'est qu'on a un téléphone aujourd'hui qui fait tout. Il fait tout. Donc ça fait caméra, ça fait photographie, ça fait voice memo, t'as pas besoin d'avoir un autre micro branché. Tu peux tout faire. Donc en fait, tu n'as plus l'excuse de te dire ah ouais, mais je voulais lancer un podcast, mais non, tu vois, je connais plein de potes. C'est trop marrant parce que quand j'ai lancé le mien, du coup, il y a beaucoup de gens qui en ont lancé juste derrière. Et il y en a qui me parlent encore, qui me disent ah ouais, j'y pensais, machin. Mais ils le font pas. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu as un téléphone, tu ouvres Voice Memo, tu tapes Record et tu parles. Oui, alors. Tu sais que ça paraît facile. Ça paraît facile à dire, tu vois, comme ça, de dire voilà, tu parles. Mais je veux dire, tu te mets en condition sur ce que tu veux parler sur ton premier épisode. Tu peux potentiellement, des fois, moi, ce que je fais, c'est que quand je veux pas partir en full freestyle, ça m'arrive aussi sur un sujet que je maîtrise un peu moins et que j'ai peur de m'en mêler. Je mets mon note sur mon écran et je mets des bullet points tout simplement pour être sûr que j'oublie rien. Et c'est tout, ça me fait une espèce de pseudo-trame qui est relativement facile à suivre. Et c'est tout, enfin, c'est vraiment, je suis un feignant. Donc le but, c'est de se simplifier la vie au maximum pour que ça devienne plus sympa. Tout simplement parce que si tu te mets à chercher compliqué, forcément tu vas avoir toutes les contraintes, donc tu vas pas passer à l'action. Il faut simplifier, t'enlèves toutes les contraintes en simplifiant au maximum, et c'est du coup le passage à l'action est beaucoup plus facile. Parce que tu auras compris que la perfection n'existe pas. Et du coup, voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, je fais pareil avec les bullet points. Ça aide quand même d'avoir une petite trame sur laquelle rebondir. T'as mentionné que tu publies un épisode par semaine, ce qui est un format, voilà, une fréquence assez classique dans le monde du podcast. Je pense que t'as pas trop. Tu t'es posé la question au niveau de la fréquence, ou tu t'es dit on commence par une semaine c'est bien, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui, et surtout, du coup tu as déjà répondu à cette question avant, mais j'allais te demander, du coup, est-ce que t'as réussi à t'y tenir, parce que c'est beau d'avoir des rêves de grandeur, et je le sais, parce que il y a 2 semaines, j'ai pas sorti d'épisode de podcast, et je n'ai pas de raison particulière, enfin j'ai même avoué dans l'épisode juste après de dire que, voilà, je me suis trouvé des excuses pour le coup, j'avais beaucoup de choses à faire, vois-tu, et du coup, toi tu as réussi à t'y tenir. Ouais, ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais d'où vient cette fréquence et puis comment est-ce que tu as réussi à la tenir? Alors la fréquence, j'ai toujours fait, à l'époque où je faisais beaucoup de YouTube, j'ai toujours fait une vidéo par semaine, même si je pense que plus tu postes à la semaine, plus c'est bien. Mais je me suis aussi dit que s'il y a des semaines où je sors 3 épisodes et après pendant 2 semaines j'en sors plus, c'est pas régulier, alors que là j'instaure un rythme dans le sens où je les sors tous les mardis entre midi et 13h, et du coup les gens savent. Donc ils savent que voilà, le mardi il y a un épisode Biceps et Mindset qui sort, donc au moins ils sont au courant, c'est pas à l'arrache, mais je sais qu'en tout cas c'est sûr que ce serait mieux si j'arrivais à sortir 2 épisodes par semaine, mais je pense de mon humble avis que c'est trop de travail pour l'instant, parce que mine de rien, 1 par semaine, quand tu dois creuser dans le cerveau, c'est pas évident. Si j'avais beaucoup d'interviews, ce serait certainement beaucoup plus simple, mais le format que j'ai créé, c'est aussi
pour me permettre à moi de communiquer et de m'entraîner à travers cet exercice. Donc forcément que la plupart des épisodes vont être des monotones. Des monologues, pardon. Ouais. Tu vois, ça, je peux pas cutter ça. Non, c'est pas grave, on cuttera pas. C'est ça. Et je me suis mis cette un peu comme une obligation parce que je me suis aperçu qu'à travers YouTube, j'avais pas été assez régulier dans le sens où pas assez dur avec moi-même. Parce que parfois je ne respectais pas ce timing et je me disais c'est pas grave. Sauf qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est à travers les marches que tu accomplis chaque jour, une marche par une marche, et que si tu loupes une marche, tu te casses la gueule. Et que du coup, tu peux manquer une opportunité à travers ça. Le fait de ne pas être régulier, ça ne te portera pas, enfin je veux dire, ça ne va pas t'aider dans la vie. Donc le mieux, je me suis dit, ok, j'apporte de la valeur ajoutée, je me rends dépendant de ça pour les gens qui veulent bien m'écouter et qui en ressortent quelque chose de positif qui va impacter leur vie. Du coup, je me dois de leur délivrer ça. C'est comme si en fait j'étais à leur service. Je me dis, je me dois de livrer un épisode par semaine. C'est comme ça, c'est le contrat. Et ça me rend beaucoup plus accountable. Tu vois, j'arrive jamais à trouver la responsable. Ouais, ça me rend, exactement, ça me rend responsable à travers ça. Et ça me pousse. Et tu vois, quand je vois... parce que vu que j'ai des clients en coaching aussi, je les fais se bouger le cul, mais je me dis, ce serait pas juste que moi, de mon côté, je slack, quoi. Donc, je me suis dit, par exemple, rien que pour autant depuis mai, je suis régulier, mais j'ai dit aux nouvelles résolutions de janvier, quand t'as tout le monde qui passe des résolutions, et ça me demande ce que moi je dis, et je dis, écoutez, moi, je dis que là, toute l'année, je vais faire un épisode par semaine. Et du coup, je dois m'y tenir et c'est mon problème. Et ça m'est arrivé d'être dans la panique où des fois, le mardi matin, j'avais rien de prêt. Et du coup, il fallait tourner un épisode. Et du coup, il faut se creuser la tête rapidement et dire, OK, il faut pas que je sorte une merde. Il faut que tu fasses quelque chose de bien quand même et que tu restes sur le standard que tu t'es fixé. Mais du coup, ça impose une discipline. Parce que quand tu deviens entrepreneur, tu dois être discipliné parce que tu n'as pas de patron. Donc, c'est beaucoup plus difficile parce que le matin, quand tu te lèves à 7h, personne te dit de te lever à 7h. Donc, tu as le droit de te lever à 9h, 10h si tu veux, mais c'est ton problème. Il faut assumer derrière. Et là, c'est exactement la même chose. Ce qui fait que si je m'impose pas de rythme, les gens vont se dire « c'est bon, le mec, il me sort un épisode toutes les 3 semaines, un coup il est régulier, un coup il l'est pas. » Du coup, il lâche l'affaire. Alors que là, je me dis « Les gars, je vous remercie de m'écouter. » La fanbase, entre guillemets, l'audience monte un petit peu plus chaque mois. Du coup, je me dis, à moi de m'y tenir pour que ça fonctionne. Et c'est une question de discipline, comme tu l'as très très bien fait sur YouTube, par exemple, et parce que tu n'as pas eu le choix, que tu t'es dit, je le fais pour moi. C'est un peu la même réflexion pour tout ce qui est création, j'imagine. Ou peut-être moins quand tu pars dans des trucs, dans des projets encore plus gros, du style des livres et des films. Là, je suppose qu'on s'impose pas nécessairement. Mais je suis sûr je m'y connais pas très bien, mais je suis sûr qu'il y a des écrivains qui doivent s'imposer un livre tous les 2 ans, un livre par an, un truc du genre, et que ça doit être ceux qui ont ce genre de règles personnelles, qui ont la bibliothèque la plus florissante à la fin de leur carrière. Peut-être, je sais pas, j'avoue que ce serait intéressant d'interviewer un écrivain de renom. Si quelqu'un m'entend et qu'il veut passer sur le podcast, tu vois. Mais c'est intéressant. Du coup, j'allais te demander si tu avais un planning méticuleux, bien rodé en avance et tout. Est-ce que tu as réussi est-ce que tu as un planning un petit peu, des idées, je suppose, prévues un petit peu à l'avance peut-être. Je sais ce que c'est que de devoir faire ça à la dernière minute aussi, bien sûr. Du coup, tu te retrouves parfois le dos au mur. Est-ce que tu arrives à te retrouver dans l'autre situation où tu as un peu d'avance ou... J'essaye. Alors là, tu vois, j'ai un petit peu d'avance dans le sens où j'ai déjà un épisode pour mardi et je décide d'en créer un autre ce week-end pour la semaine d'après. Comme ça, j'aime au moins avoir un épisode d'avance parce que si jamais j'ai vraiment une couille qui se passe sur une semaine et que je peux rien tourner, j'en ai un quand même. Et c'est ce qui m'est arrivé quand je suis rentré une semaine en France là pour Noël. J'allais pas amener mon matos et j'avais pas envie de bosser spécialement sur cette semaine. Et donc je m'étais démerdé pour avoir 3 épisodes d'avance. Et ça l'a fait. Ça m'a carrément sorti de là. Mais je t'avoue que j'y arrive pas tout le temps et que c'est quelque chose sur lequel je travaille constamment parce que je me rends compte qu'il y a une lacune, parce que je travaille sur plusieurs projets en même temps, donc forcément quand il faut donner un petit peu de temps là, un petit peu de temps là, un petit peu de temps là et splitter ton temps de façon intelligente et pas se laisser du coup submerger par un seul sujet, c'est compliqué. Du coup, je sais qu'en termes de planification, j'essaye toujours de m'améliorer, à chercher des méthodes qui vont m'aider. Et je sais que, par exemple, ce que je fais là, c'est que sur Mac, tu as l'option post-it que tu mets sur ton bureau et qui là, du coup, me permet de mettre les domaines. Donc, il va y avoir, par exemple, Sync, il va y avoir mon coaching, podcast, machin, ce genre de trucs, plein de petites sections dans lesquelles je vais dire, OK, alors là, pour ça, j'ai ça à faire, ça, j'ai ça à faire. Les podcasts, il faut que je me démerde de préparer ça et ça. Et c'est comme ça que j'essaie de fonctionner. Malgré tout, ça
je m'y tiens pas tout le temps. Il faudrait que je le fasse mieux, ça c'est sûr. J'aimerais toujours avoir 1 ou 2 épisodes d'avance, ça me paraît essentiel. Ça fait baisser le stress aussi et ça t'oblige aussi à pas être, comme tu dis, dos au mur. Dans le sens où c'est mardi matin, t'as rien, qu'est-ce que tu fais? C'est un exercice en soi, mais c'est vrai que c'est pas très agréable. C'est un exercice, mais c'est des risques. Ouais. C'est des risques parce que tu peux sortir une merde, parce que t'as été trop pressé, et du coup les gens vont te dire mais il était pété ton épisode aujourd'hui. Donc tu te dis ouais, merci. Ça fait toujours plaisir. Ça peut arriver. De toute façon, de se mettre comme ça, de s'exposer au public, c'est prendre le risque de se faire critiquer, mais quand tu l'as accepté, après tu fais avec. Je rebondis sur un truc que tu m'as dit dans la gestion de ton temps. J'ai l'impression, de par les différentes interviews à gauche à droite que j'ai entendues, qu'il y a peut-être 2 catégories, en tout cas 2 catégories de façon que les gens ont d'aborder des projets. Il y en a qui aiment bien, surtout quand ils ont beaucoup de choses en même temps, comme toi par exemple, il y en a qui aiment bien attaquer un gros bloc sur une seule chose, ensuite un gros bloc sur une autre, ensuite un gros bloc sur une autre, du genre le mardi matin c'est podcast, le jeudi après-midi c'est le coaching, etc. Et il y en a d'autres qui soit se sentent mieux dans le tout mélanger, soit par défaut, c'est un petit peu ce qui se passe au début quand tu récupères une chose en plus à gauche à droite, ça finit par tout se mélanger. Est-ce que toi t'as l'impression que tu es plus productif, que tu t'épanouis mieux dans ton travail et que ça marche mieux quand tu arrives à séparer les choses, ou bien tu aimes bien, alors ce matin je vais faire un peu de ça, un peu de podcast et puis un petit peu de trucs. Est-ce que tu t'es déjà observé réfléchir complètement à ça? J'essaye d'avoir une routine matinale extrêmement solide sur laquelle je vais me tenir absolument tous les jours parce que ça me donne une structure. Donc déjà, à partir de ça, ça me met déjà dans l'ambiance travail, dans le sens où j'ai déjà accompli méditation, cours d'espagnol, lecture de quelques pages d'un livre. Et clac, une fois que j'ai fait ça, boum, je m'assois sur mon bureau et là, je regarde, je planifie ma journée. Et je me rends compte aussi qu'il y a des moments de la journée où je suis beaucoup moins productif. Donc après 15 heures, je sais que après 15 heures, il se passe plus grand-chose parce que j'ai envie de m'entraîner et qu'après, une fois que je me suis entraîné, je sers plus à rien. Et je vais faire que des tâches qui sont très très peu demandante au niveau énergie cerveau et du coup ça va être le matin vraiment où je vais être le plus performant et de là ce que je vais faire c'est que je vais créer des petits blocs de travail d'1 à 2 heures sur des sujets en particulier et ce que je fais c'est que j'écoute une espèce de musique en même temps. C'est disponible sur YouTube d'ailleurs, c'est un mec, tu tapes 7 hours of study with me en gros et le mec il bosse pendant 7 heures mais du coup il y a une espèce de musique un peu relaxante et toutes les 45 minutes c'est un système de travail 45-15 donc une fois que tu as fait 45 minutes la musique s'arrête et il y a comme s'il pleuvait dehors en fait, ça fait un bruit de pluie pendant 15 minutes donc c'est censé être ton break et après la musique reprend et du coup ça me permet de me donner des bases et de voir combien de temps je travaille à peu près parce que dès que j'entends la pluie je fais ah ok ça fait déjà 45 minutes que je suis sur ce sujet là quoi, plutôt que de pas avoir du tout la notion du temps et la perdre. Parce que si forcément j'ai besoin de plus de temps, je vais remettre la musique à zéro, je vais me refaire 45 minutes, c'est pas un problème. Je peux faire à peu près 2 heures comme ça sans avoir vraiment besoin d'une pause. Mais après, il y a besoin quand même de prendre des breaks pour pouvoir recharger parce que je pense que tu peux pas travailler des heures et des heures sur la même chose. Enfin, potentiellement tu peux, mais ton niveau d'énergie va descendre à chaque fois et tu vas être moins performant. Ton niveau de concentration aussi. Et là, ce que je fais, c'est exactement. Et de retour sur investissement. Ce que je fais, c'est que je fais des blocs d'1 à 2 heures sur un sujet en particulier à accomplir. Et ça peut être tout mélangé, dans le sens où 1 à 2 heures de ça, 1 à 2 heures de ça, etc. Plutôt que de faire une matinée ou une journée complète sur un sujet, parce que je peux avoir des alertes ou des urgences sur n'importe lequel de mes sujets qu'il va falloir que je fasse. Il va y avoir des deadlines qui vont apparaître et du coup, je ne vais pas pouvoir attendre jusqu'à demain pour faire ça, donc il va falloir prioriser. Et c'est important de classer du coup tes tâches par priorité. Donc généralement, le matin, direct, la plus urgente, je vais la faire en premier. Celle qui est le plus important et après moins les tâches sont importantes, plus je les mets plus tard dans la journée jusqu'à même si besoin je suis éclaté, je suis fatigué, je vais m'entraîner ou quoi, il y a un truc que j'ai pas fait mais qui était pas très important, tu le repousses au lendemain. Je dis pas que c'est la meilleure des choses à faire de repousser au lendemain, mais au moins tu repousses au lendemain un truc qui n'était pas urgent. Et c'est comme ça que j'essaie de fonctionner. Ok, ouais, intéressant, très très bien. Tu as mentionné un peu du coup les idées de contenu, l'inspiration des nouveaux sujets et tout. Je sais que voilà, comme moi, tu nous sors des bons épisodes de 45 minutes aussi régulièrement. Du coup, tu l'as dit, épisode 39-40, t'arrives bientôt au seuil fatidique des 52 de la première année, ce qui est vraiment un seuil très honorable à mon avis. Est-ce que
où est-ce que tu en es au niveau des idées? Est-ce que tu n'as pas peur que ça s'épuise? Parce que moi qui commence aussi à raconter un peu à faire des épisodes sur les expériences qui me sont arrivées. Et voilà, on a qu'une seule vie, on n'a que 30 ans sur lesquels se pencher. Je sais évidemment que ton podcast parle à la fois de sport et de mental, mais ouais, comment est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce que tu te projettes à ce niveau-là? Comment ça se passe au niveau de... J'étais comme toi au début. Quand j'ai sorti 2 épisodes, je me suis dit, mais attends, je vais en faire 5 ou 6, quoi. Et après, il n'y a plus rien à dire, je vais faire le tour de la question. Et au final, il s'avère que des anecdotes, tu en vis tout le temps. Et parfois, ça m'arrive sur une action d'une journée, la vie de tous les jours, il va m'arriver un truc et ça va déclencher une leçon que je vais avoir, qui va être projetée de, par exemple, que j'ai lu un livre qui aura parlé de comment réagir dans telle situation parce que j'aime beaucoup la psychologie et que ça me permet de refléter cette idée là-dessus et du coup d'en créer un épisode et d'en parler de comment j'ai appris cette leçon-là, etc. Et donc, je pense que pour être régulier là-dedans, il faut continuellement s'éduquer, continuellement apprendre davantage, continuellement vivre des choses qui sont relativement uniques, se pousser en fait en dehors de sa zone de confort pour toujours vivre des choses uniques, hein, je me répète, mais parce que si tu passes ta vie à faire métro, boulot, dodo, c'est sûr que tu vas pas ressortir grand-chose. Moins de chances de faire naître... l'inspiration, quoi. C'est important que... Oui, bah voilà, c'est ça. Pour faire ressortir l'inspiration, il faut s'éduquer, tu peux avoir une culture cinématographique qui est très bonne et ressortir du coup des podcasts grâce à ta culture cinématographique, mais tu peux avoir plein de choses. Donc c'est important de s'éduquer à côté, d'apprendre à travers des livres, de lire des bouquins. C'est pour ça que ça, c'est extrêmement important et que je lis toujours un livre par mois et que ça m'apprend énormément parce que parfois, il y a un chapitre d'un livre qui va me mettre une claque dans la gueule et je vais faire putain... C'est vrai, ça m'est arrivé, je vais en faire une histoire. Parce que si tu ne ressasses que des memories, des souvenirs que tu as vécu, au début c'est ce que je faisais, je racontais un peu mes histoires, comment j'ai fait pour partir là-bas, pour faire ci, pour faire ça. Mais ça c'est cool, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est épuisable, quoi. Ouais. Ça c'est épuisable. Par contre, les anecdotes de vie et les leçons à en tirer... Vu que tu es toujours vivant et que tu continues de vivre des nouvelles choses... Voilà, c'est ça. Chaque jour, tu peux sortir un nouvel épisode, en fait, hein, réellement. Il y en a qui font ça, un épisode par jour. Alors, c'est plus sur des sujets d'actualité, il me semble, quand même, parce que ça doit pas être facile à tenir, sinon. C'est solide, hein. Mais ouais, il y a des chances. Ouais. Ça, c'est plus facile. Sinon, ouais, ça serait... Ou alors, si vraiment tu es un grand voyageur et que tu vois des nouveaux pays tous les jours et que là, dans ce cas, ok, tu as de quoi faire, hein, parce que tu peux dire aujourd'hui, j'étais au Cambodge, j'ai fait ci, ça. Cool, ça, vraiment, ça peut se faire. Ça, c'est plus un journal de bord, même, je dirais. Ça se fait. Après, quand tu vas dans la psychologie, c'est pour ça aussi que je lis des livres de psychologie qui étudient le comportement humain pour comprendre davantage certaines situations, les étudier, etc. et voir ce qu'il en ressort. Et moi, ce que j'en ressors moi personnellement, parce que c'est qu'une question de perception. Et ce que je raconte dans mes podcasts n'est pas une vérité, mais bien ma perception des choses, qui peut être vraie comme fausse pour certaines personnes. Mais c'est ma perception. Et du coup, ça peut servir. Si ça sert positivement, tant mieux, parce que c'est le but. Donc, c'est uniquement ça. Et c'est pour ça que je continue, mais tout le temps. Là, par exemple, l'épisode de... Parce que là, attends, je te dis, le 38 sort... Alors, il y a eu le 36... Ouais, le 37, c'était l'interview avec Tristan. Le 36, il s'appelle Don't Be a Little Bitch. Il est hyper agressif. Il dure 45 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est parce que j'écoutais un audible, donc un livre audio, que j'alterne entre les livres physiques et les livres audio, parce que j'ai pas non plus envie d'avoir une bibliothèque gigantesque, étant donné que je bouge souvent. Et le mec, en plus, raconte vraiment... Ça, c'est l'auteur qui le... C'est Grant Cardone, c'est ça? Oui, c'était celui-là, exact. J'ai déjà parlé de lui parce qu'il m'a aussi beaucoup parlé en audible. J'aime beaucoup comment il parle, effectivement. Il y a eu un chapitre où il parle justement Don't Be a Little Bitch et il m'a mis une claque et je me suis reconnu dans tellement de choses que je me suis dit, il faut que j'en parle. Et c'est ça que j'ai trouvé cool parce que c'est parce que son chapitre m'a parlé, parce que j'ai vécu ce qu'il racontait, etc., que ça m'a permis d'en créer une espèce de leçon, une espèce d'histoire. C'est pas comme si tu lisais un livre de développement personnel et que sans même avoir acquis tout ce que le livre te dit, tu le recrachais à travers un podcast. Ça vaudrait 0. Il faut, de mon opinion, que ce soit personnel et que ça t'ait touché
on a deeper level, tu vois, vraiment que ça t'ait vraiment touché, que ça soit ancré en toi pour que tu puisses te permettre d'en parler. Si tu peux pas te permettre de parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas ou sur lequel tu n'es pas en train d'évoluer. Moi j'aime bien quand je regarde à travers cette psychologie justement, je m'étudie moi-même et d'ailleurs c'est peut-être le 38 qui va sortir mardi là qui en parle, je sais même plus, tu vois, mais qui parle d'un problème que j'ai moi, que je me suis aperçu que je l'avais, que moi j'ai identifié et que je sais comment travailler dessus. Et c'est hyper intéressant parce que du coup c'est réel, ça m'est arrivé, j'ai pas craché de quelque chose. Et je trouve que c'est ça qui permet de connecter avec les gens parce que... Et puis c'est plus facile de s'apparenter à toi et les histoires sont évidemment riches, documentées, illustrées avec un message qui peut parler à n'importe qui parce que bon, on est tous des petits flocons de neige uniques, mais on vit quand même des choses assez similaires, on a des émotions pareilles, on a nos cerveaux qui fonctionnent à peu près la même chose et donc c'est probablement un très bon moyen, effectivement, comme tu l'as dit. Mais c'est ça, tu vois, c'est ça qui est génial ce que tu viens de dire, c'est que souvent j'ai des gars qui viennent m'envoyer un message sur Instagram. Parfois, déjà, ils sortent de leur zone de confort parce qu'ils ont écouté tel ou tel épisode où je leur dis d'envoyer un DM en anglais, en vocal. Ah, c'est génial. Et il y en a qui le font et ça me tue. J'adore quand ils le font. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais ils le font. Il y en a qui le font, donc c'est cool. Mais sinon, il y en a qui viennent m'envoyer des messages juste parce qu'ils ressentent le besoin de me dire qu'ils se sont reconnus dans certaines histoires. Et récemment, j'en ai eu un qui a un parcours qui est un peu similaire au mien, je dirais, il y a quelques similitudes et c'est génial. Et lui, il est direct apparenté à moi et ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit, putain, les mecs, ça les touche et du coup, ça crée une espèce de communauté de gens qui se reconnaissent et qui, du coup, quand tu sais que t'es pas tout seul, ça fait du bien, quoi. Donc, c'est ça qui est cool. On a tous envie d'appartenir à un groupe et d'être intégré à une entité ouais, c'est ça. Réconfortante avec d'autres personnes comme nous. Tous rentrer dans la secte. Voilà, tous dans la même secte. Ah là là, j'ai une question qui me c'est des questions que je me pose un peu à moi-même forcément et du coup je trouve ça intéressant d'avoir l'avis d'autres personnes. Dans certains domaines, j'ai l'impression surtout du coup la création et l'art, il y a un animal assez particulier à combattre constamment et tu parlais de livres et un livre que j'ai lu qui en parle beaucoup, qui a été écrit par Steven Pressfield qui s'appelle The War of Art, la guerre de l'art, que je conseille fortement à tous les créateurs. Il appelle ce monstre la résistance. Tu sais, la résistance, c'est cette force qui te freine constamment quand tu dois créer quelque chose. À chaque fois, c'est difficile. Par exemple, moi, quand je dois aller jouer au piano, c'est super dur d'aller me mettre sur le tabouret. Quand je dois écrire ma vidéo YouTube, c'est difficile de me dire « Ok, maintenant, tu arrêtes, tu fermes les emails, tu fermes Instagram, tu vas dans ton lit et tu t'y mets. » Par contre, une fois que je suis dedans, une fois que je suis en train de jouer au piano, une fois que je suis en train d'écrire, j'entre dans ce flow dont tu as parlé, comme les 5 premières minutes de podcast qui sont difficiles et ensuite tu rentres dedans. Mais t'as beau, enfin moi qui quand même fait cet exercice de création depuis plusieurs années maintenant, c'est plusieurs années après, le monstre il est toujours là, il est toujours pareil, le combat est toujours très similaire et il en parle aussi dans le livre, il le dit Pressfield qu'il ne disparaît jamais. Du coup j'ai envie de savoir, quelle est ta relation avec la résistance, comment est-ce que tu la gères, est-ce que tu la ressens aussi et est-ce que tu as est-ce que tu as appris des choses pour l'apprivoiser, pour réussir à chaque fois à te mettre devant? Moi, j'ai une grosse résistance. Ouais. Elle est balèze. C'est un poulet au pied qui me traîne. C'est un dragon à 3 têtes ou bien. Ah ouais, c'est un truc de malade. Ouais, c'est pas évident, ça c'est sûr. Mais comme je disais plus tôt, c'est une question de discipline qu'il faut s'incorporer, enfin qu'il faut vraiment s'instaurer à soi-même et t'as pas le choix si tu veux y arriver en fait, t'as pas le choix. Quand tu t'es mis ça dans la tête, ça aide, mais après c'est surtout, je dirais que c'est une question d'habitude. Mais merde, j'avais une citation qui était intéressante là-dessus, dans le sens où, oui, est-ce que c'était la discipline? Je sais plus, mais en gros, il y a des jours où la résistance c'est plus faible quand t'es motivé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des jours où t'es motivé, donc c'est facile. Il y a des jours où t'es pas motivé, donc c'est plus dur. Donc la résistance est plus grosse. Sauf que quand tu t'es instauré justement cette discipline, être discipliné, c'était un autre mot, mec. C'était un autre mot. C'était pas la discipline, mais c'était quelque chose de plus puissant que la discipline, mais c'était relativement similaire, donc on va dire que c'est la discipline. Mais en gros, quand tu as incorporé ça, être discipliné, c'est faire la chose qui te pose problème ou pas, que tu sois motivé ou non, ça change rien. C'était, l'exemple que j'en avais donné, c'était pour l'entraînement justement, parce que les salles avaient fermé, etc. Et que c'était, est-ce que tu veux vraiment y arriver? Donc c'était à quel point est-ce que tu es déterminé à y arriver, tu en fais une raison de vivre, et quand ça devient une nécessité, que tu sois motivé ou pas, tu vas le faire parce que ça devient une nécessité.
Et c'est quand, par exemple, moi j'ai eu la chance d'avoir accès aux salles de sport jusqu'à très longtemps en Espagne, sauf que ça vient de fermer, mais voilà, c'est malheureux, mais c'est arrivé, beaucoup plus tard qu'ailleurs, mais c'est arrivé. Mais ça m'a pas posé le moindre problème, parce que m'entraîner, c'est tellement une nécessité que j'ai su m'adapter tout de suite, sortir mes anneaux, mon gilet à lesté, me foutre au parc de street, et puis c'était réglé. Et ça, c'est un exemple concret, mais qui peut s'appliquer à plein de domaines, dans le sens où si c'est le piano, ça peut être la même chose, dans le sens où tu fais du piano une nécessité, motivé ou non, tu vas le faire, parce que c'est devenu une raison de vivre. Et à partir c'est comme bouffer, en fait. Bouffer, c'est une raison de vivre. C'est beaucoup plus facile, parce que c'est un besoin primaire. Oui, c'est plus facile. Mais c'est un exemple qui est pertinent dans le sens où tu le fais, que tu aies envie ou pas, parce que tu n'as pas le choix, c'est une nécessité. Et si tu arrives à incorporer ça dans ta tête, dans le sens où tu te crées ces nécessités, des raisons de vivre fortes, c'est pour ça qu'il faut, quand les gens ils galèrent à s'entraîner et qu'ils perdent complètement espoir et que du coup ils ne font plus rien, c'est que leurs objectifs sont pas assez, t'as pas assez envie d'y arriver en fait. Tu vois, me dis pas que tu as cet objectif-là et que tu me trouves toutes les excuses du monde parce que tu peux pas t'entraîner. Me dis pas ça, t'as pas envie. Et c'est pareil pour tout le reste. Si tu crées ton business, machin, et que, je sais pas, t'arrives à en sortir 1000 euros par mois au début, tu commences, mais que t'aimerais bien faire 5000, mais que tu fais rien pour. Réellement, t'as pas envie. En fait, t'arrives à vivre avec tes 1000 balles, donc t'as pas envie, tu vois. Il y a pas de nécessité là. Et c'est ça, en fait, c'est de s'incorporer une nécessité, de faire de la chose qui t'importe une nécessité pour faire baisser cette fameuse résistance. Et du coup, ne plus lui laisser de place dans ta vie, parce que motivé ou pas, tu iras quand même, parce que tu l'auras décidé. Je pense que là, pour le moment, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, j'ai pas de remède miracle. Ah mince. Mais le fait de faire de quelque chose une nécessité, donc je crois que c'était la nécessité, le mot que je cherchais d'ailleurs, la raison de vivre. Ouais, okay. Et voilà, d'employer ce terme-là, et c'est très fort, une nécessité, une raison de vivre. Forcément, ce sont des choses, ça veut dire, qui deviennent indispensables. Et avec l'expérience à l'entraînement que je m'entraîne depuis 10 ans, c'est en effet devenu une nécessité. Et du coup, maintenant, rien ne m'arrête. Mais c'est transférable sur n'importe quel type de domaine. C'est la même chose pour tout le monde. Il faut juste vraiment avoir envie, mais vraiment avoir envie. Pas dire j'ai envie de... Parce que le nombre de mecs que je connais, ouais, putain, j'ai 30 ans maintenant, je commence à prendre du bide, j'ai plus de bras, mais machin, je peux pas m'entraîner, ou alors il faut que je fasse ci, ça, j'ai plein de contraintes. Alors moi, je te coupe tout de suite, t'as pas envie en fait. Tu vois, si tu vois tout ça d'abord, c'est que t'as pas envie. Si tu vois... C'est ça qui est très cool d'ailleurs, avec la 10X Rule, là, le bouquin que j'ai eu en audio, c'est que lui te pousse, la morale de l'histoire en gros, c'est de poser tes objectifs en x10 à chaque fois. Que tu te dises, alors ce mois-ci, j'ai pas envie de gagner 2000 euros, je vais... Bon après, encore une fois, c'est un exemple con, c'est un exemple pour les entrepreneurs principalement. Mais ce mois-ci, je sais que souvent j'arrive à faire 1500 balles par mois, j'aimerais faire 2000. Non, si tu vises 20 000, forcément, tu tomberas short, mais tu auras peut-être fait 6 ou 7 000. Alors que si tu t'étais dit je vise 2000, une fois que tu auras atteint 2000, tu te seras arrêté. Tu vois quoi? Et c'est pareil partout. C'est pareil pour tout. Si jamais tu dis ouais, là je veux perdre 2 kilos, dis-toi je vais en perdre 20, et puis tu vas te bouger le cul. Et puis au final, tu vas en perdre 5, tu vois. Mais réellement, j'amène toujours ma philosophie sur le fitness, je l'apporte toujours le sport dans ces domaines-là quand je cherche des exemples, parce que c'est extrêmement pertinent pour moi, parce que c'est clairement mon domaine. Mais je veux dire, ça marche n'importe où. Ça peut marcher sur tous les domaines. Donc c'est pour ça, pareil, quand tu fais du chiffre d'affaires en vente, je sais pas, t'es boulanger, tu dis aujourd'hui, on fait 500 euros de chiffre d'affaires sur la journée. Non, aujourd'hui on fait 5000. Donc tu vas te casser le cul plus pour y arriver. Même si tu fais 3200, ce sera mieux que d'avoir fait 500. Tu vois, c'est un exemple, mais je sais aussi que c'est facile à dire, mais réellement d'avoir ce type de pensée qui n'est pas limitant, parce qu'on dit souvent de s'instaurer des objectifs qui soient réalistes. Alors moi j'étais complètement d'accord avec ça, avec le SMART Goals et tout ça, sauf que dès que j'ai écouté ce bouquin, je me suis dit en fait c'est trop con le SMART Goal. Parce que je me suis dit le SMART Goal, il te pousse pas à aller au-delà. Et que le SMART Goal, il te pousse seulement à te dire tu dois avoir un objectif qui est atteignable, parce que si tu l'atteins pas, tu vas être triste. Et ça va te démotiver, mais en fait, pas du tout. Ça dépend de ton état d'esprit. Parce que si tu vises un objectif qui est beaucoup trop haut, tu vois, quand on dit, je sais pas si tu as déjà entendu cette métaphore de tu peux viser la lune et t'atterriras dans les étoiles, ouais. T'atterriras dans les étoiles, exactement. C'est exactement ça.
Ça veut dire que potentiellement, si tu avais visé les étoiles, bah, tu ne serais pas arrivé aux étoiles. Alors que si tu vises la Lune, tu auras mis en œuvre des choses plus importantes et plus puissantes pour pouvoir y arriver. Et même si tu te plantes, bah, tu arrives toujours dans un truc qui est plutôt cool. Ouais. Sachant que les étoiles sont beaucoup plus loin que la Lune en réalité. Mais bon, ça, Ouais, on passera ça sous silence. Mais en gros, c'est ça. Tu vois, par exemple, rien que quand je bosse sur mon coaching en ligne, pendant très longtemps, je me suis un peu reposé en me disant c'est bon, ça m'a fait un petit complément de revenus, etc. Je suis pas trop gourmand là-dessus. Sauf qu'après, je me suis dit, mais mec, t'es trop con. En vrai, il y a vraiment, tu peux faire beaucoup mieux que ça. Et j'ai décidé de me dire, mais mec, en fait, vise pas tant, vise vachement plus que ça. Et même si t'y arrives pas, tant pis. Et au final, ça m'a permis de me sortir les doigts, de prendre un coach business, de payer ce coach. Et le fait de le payer, bah, tu mets de la thune. Tu te bouges le cul, tu vois, c'est parce que tu mets de la thune, donc t'arrêtes d'être con. Et c'est ça souvent qui est intéressant. Et c'est un truc qu'on a complètement dérivé là. Mais, non, c'est pas grave. que j'ai des exemples tout bêtes encore une fois là-dessus, parce qu'on parle d'être régulier sur quelque chose. Mais là, encore une fois, le sport, tu vois, quand moi j'ai mes programmations sur mon application, la Playbook Academy, t'as des mecs mes potes, genre des amis à moi ou quoi, qui vont me demander de les mettre gratuitement dessus. Avant, je le faisais. Aujourd'hui, je le fais plus. Je leur fais un tarif, parce que c'est mes potes, mais je leur fais plus gratuit. Pourquoi ? Parce que je suis un rat ? Pas du tout. Parce que si je leur fais gratuit, ils n'ont pas la valeur. Ils n'ont surtout pas l'incentive, en fait. Je paye pas. C'est exactement ça. Je paye pas, donc je le fais pas, je m'en fous. Et c'est ça le truc. Et quand tu les fais payer, ils se bougent le cul. Et c'est aussi simple que ça. Donc l'aspect monétaire, parfois, peut vraiment t'aider à te sortir à accomplir un objectif, parce que tu as laissé des plumes, en fait. Donc c'est une motivation. Ouais. Ça m'a aidé à faire baisser la résistance. Voilà, c'était le sujet de base. Ça m'a aidé à la faire baisser en mettant de la thune pour engager un coach. Voilà, donc ça peut être une solution. Ouais, tu parlais de nécessité et d'avoir envie. Quelle est ta relation, toi, avec le pourquoi ? Est-ce que selon toi, le pourquoi, qui est quelque chose de très connu, il y a même un livre de Simon Sinek qui est très intéressant dessus, Start with Why, Find Your Why, le pourquoi. Parce que tu dis, t'as pas suffisamment envie. Si t'as pas suffisamment envie, je suppose, c'est parce que ce n'est pas un objectif, un souhait suffisamment ancré en toi. Est-ce que selon toi, on devrait creuser cette histoire de pourquoi d'abord, et de pourquoi j'ai envie, pourquoi j'ai pas envie, et est-ce que ça peut beaucoup aider ? Ouais, absolument. Bah, c'est la définition même de l'objectif en soi, l'objectif profond, intrinsèque, de se dire, ok, je veux perdre 2 kilos, mais pourquoi ? Et une fois que tu as défini ce pourquoi, parce que quand tu te dis je veux juste perdre 2 kilos, bah, la raison, si elle n'est pas importante, elle peut vite disparaître. Donc au final, il ne se passera rien. Alors que s'il est ancré et que vraiment tu sais pourquoi tu veux le faire, ça aura beaucoup plus d'impact sur toi et ça te rendra responsable. Et ça, c'est en effet, le pourquoi est extrêmement important. Et quand ton pourquoi change, c'est pas mal, mais si tu peux changer d'une tâche à l'autre, tu peux changer de job, par exemple, parce que ton pourquoi a changé, ça te gonfle de faire telle ou telle tâche, ce qui m'est déjà arrivé, ce qui m'arrive aussi aujourd'hui de temps en temps sur certaines tâches qui me gonflent, et je me dis, ça, en fait, j'ai pas envie de le faire, ce qui fait qu'il faut que je le délègue, ou il faut que... Je sais pas, tu vois, que tu prennes sur toi et j'attaque un nouveau projet, tu vois, je me suis rendu compte d'un truc, tu vois, c'est extrêmement important pour moi, c'est quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, les startups, etc., donc quand j'ai commencé à bosser sur Sync, je me suis rendu compte que j'étais tombé amoureux du concept au départ de création de départ, de créer la boîte, sa fondation, et de commencer à la développer, de commencer à créer des produits, etc. Par contre, là où je me suis rendu compte aussi, c'est que dès que la boîte grossit, que tu as moins le contrôle dessus, que tu as des employés, que tu as des investisseurs, machin, là j'ai envie de me casser. Parce que là, ça me gonfle en fait et je me sens plus à ma place. C'est plus la chose pour laquelle tu as. Ça me fait penser d'ailleurs ça me fait penser à Lewis Morgan, qui est le cofondateur de Gymshark, que peu de gens connaissent parce que tout le monde connaît Ben Francis maintenant. Et Lewis Morgan est exactement dans le même état d'esprit que moi. C'est que dès que ça a commencé à être un peu plus gros, ça l'a gonflé, il s'est barré. Bon, il a quand même revendu ses parts 100 millions. Hein. Ça m'arrivera certainement pas. Oui, ça va. Il s'en est bien sorti. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo pour en parler, qui avait très bien marché aussi. J'ai vu sur ma page d'accueil. Ouais. Exactement. Donc, il a été très bon là-dessus. Mais je veux dire, il s'est pas cassé la tête dans le sens où il s'est pas forcé à faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Il s'est focalisé sur ce qu'il aimait faire, à savoir créer des marques. Donc, il a continué à faire ça. Il a continué à créer d'autres marques. Mais dès que ça devient trop gros, ou alors tu crées une marque qui ne devient jamais trop gros, que tu décides de centraliser et qui ne dépassera jamais un certain CA, mais ce CA peut être très très bien. Il peut te rapporter beaucoup et suffisamment pour toi et pour ne pas avoir besoin de recruter 10 personnes. Ça peut aussi être le cas. Et je sais que je suis en train de bosser sur un autre truc qui me fait kiffer parce que ça me fait kiffer et que je sais que c'est une boîte que je ne ferai pas grossir autant parce que ça m'intéresse pas, parce que j'aime avoir le contrôle dessus, que je trouve que c'est fun et que c'est là où je me suis trouvé. Et encore une fois, c'est avec l'expérience
d'apprendre et de tester de nouvelles choses, que tu te rends compte de ça et que tu apprends davantage sur toi-même. Et que là, je me dis que j'étais à la fois un très mauvais employé, donc ça, il a fallu que je le découvre sur le terrain, forcément, où j'ai failli me faire virer plusieurs fois parce que je trouvais des solutions illogiques et irrationnelles, mais pour moi, sauf que j'étais pas le patron. Et après, quand tu deviens le patron, mais que ta boîte grossit et que du coup t'as moins le contrôle et que tu sais c'est plus la même chose, c'est pareil, je me retrouve dans le même scénario où ça me gonfle et que du coup j'ai envie de me barrer et faire autre chose. Ouais, je me pose des questions similaires aussi parce que ce que je fais grossit aussi, il y a plus de gens qui sont impliqués dedans, ça demande plus de responsabilités, ça demande plus de management de ma part et que le management n'est pas ma passion première, et c'est vrai que ça a fait poser plein de questions, et donc je vois bien le cas de conscience entre guillemets que tu peux avoir de cette passion qui devient un travail, qui devient une corvée, qui devient quelque chose que éventuellement tu as envie duquel tu as envie de te séparer. Je peux très bien voir comment ça peut se passer. C'est ça, ton pourquoi du coup change. Le pourquoi change. Au début, tu as un certain pourquoi. Ou alors il change pas, mais c'est ce que tu as fait qui évolue tout seul et qui s'éloigne de ton pourquoi par la force des choses. Ouais. En fait. Le pourquoi, moi clairement, c'est de toujours bosser sur un truc qui me fait kiffer, quoi. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait que si ça commence à plus me faire kiffer, on sort du pourquoi, ça me gonfle. Même si tu gagnes 3 fois plus, on va pas se mentir. Vaut mieux gagner 3 fois moins c'est exactement et être ça. C'est ou blanc. En fait, c'est ou blanc ou noir. Ouais. Ça me gonfle, c'est pas la peine. Donc, parfois tu restes parce que y a aussi l'aspect monétaire que tu dis si je me barre, j'ai plus bien sûr. Pas trop le choix. Et c'est beau. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas quitter leur job à cause de ça d'ailleurs, parce que ils se retrouvent du jour au lendemain sans rien, mais ils sont malheureux dans leur job. Ou pareil, dans des relations amoureuses. Et t'as des gens qui restent avec des gens, mais qui sont malheureux, mais qui du coup n'osent pas partir parce qu'ils savent pas ce qu'ils auront derrière, et qui du coup c'est trop un risque trop important pour eux. Et pour eux, ça ne vaut pas le coup de recommencer à zéro, et même s'ils sont malheureux. Ouais, c'est applicable à énormément de choses. Effectivement. Bon, Quentin, petite question pour toi. Tu parles du coup de physique et de mental sur ton podcast, qui sont des sujets qui me parlent bien. Et je voulais savoir, est-ce que toi, est-ce que tu as une préférence entre les deux ? Est-ce que tu te vois continuer là-dedans, ou comment tu te vois quand tu vois ton podcast évoluer par l'avenir là-dedans ? Ouais, alors je pense continuer à être là-dedans, mais je rentrerai jamais dans du trop technique en rapport avec le sport. Le sport sera toujours quelque chose que je pousserai les gens à faire, parce que pour moi c'est une nécessité et ça devrait l'être pour tout le monde, et c'est ce qui te permet de durer dans le temps, de mieux vieillir, d'avoir un super physique potentiellement à 50 ans, c'est possible, oui, si on se bouge le fion, et du coup j'en parlerai toujours un petit peu, mais j'aime pas rentrer dans l'aspect technique vraiment scientifique machin, parce que ça aussi ça me gonfle en fait, parce que c'est pas ça qui me fait kiffer. Moi je m'entraîne parce que je m'entraîne, parce que ça me fait kiffer, mais l'aspect derrière scientifique, je m'en branle. Très clairement, c'est pas ça qui me fait rêver, donc j'ai pas envie d'endormir les gens avec des termes compliqués scientifiques pour faire genre que j'y connais quelque chose, je sais de quoi je parle. Ça me plaît pas, et ça a jamais été mon approche. J'ai toujours voulu être hyper accessible, dans le sens où les gens allaient comprendre un système d'entraînement qui est poussé et en soi compliqué, mais le rendre simple, parce que ça c'est cool. Mais je me rends compte aussi que ça peut aider certaines personnes, mais il y a beaucoup de gens que l'aspect mindset aide beaucoup plus. Et je le vois de toute façon au nombre d'écoutes, que malgré tout, quand je fais des trucs sur le fitness, il y a des écoutes, mais il y en a moins que sur des anecdotes, mine de rien. Donc au final, je me rends compte que l'aspect mental plaît davantage et apporte peut-être plus de valeur ajoutée, peut-être, je sais pas. Mais je me vois continuer là-dessus, dans le sens où j'aime bien parler un petit peu d'entraînement, dans le sens où quand j'arrive à trouver des alternatives, comme quand on est dans des cas d'actualité comme aujourd'hui où les gyms sont fermés, donc là je vais donner des conseils, comment mettre en place ça pendant que vous n'avez pas de salle de sport, ce qui peut tout à fait aider, mais c'est ponctuel. Ça va pas, je vais pas déblatérer un podcast sur le fitness comme il y en a déjà plein qui racontent leur life en disant il faut faire des lunges, il faut faire ça, machin, ça c'est très bien, tu vois, mais ça m'endort. Et je pense que ça endort beaucoup de gens aussi, parce que le sport, il y a des passionnés de science bien sûr, mais le sport il est cool quand on le fait, quand on en chie, quand on sue, pas quand on cherche la complication de la protéine, de machin, il faut que j'ai 80 grammes de protéines, machin. C'est pas kiffant ça. C'est surtout ça, en tout cas pour moi. Ouais, c'est très personnel ce genre de choses. Autant il y a des geeks des nombres, autant il y a l'autre extrême. Moi, je suis plus du côté nombre, j'avoue, même si je reconnais du coup que une fois que j'en ai parlé une fois sur YouTube,
j'ai plus spécialement envie d'en reparler et encore moins en podcast. Ça, je m'en suis rendu compte aussi en commençant ce podcast que j'allais peut-être parler moins de chiffres et de choses scientifiques et tout parce qu'en fait ça me plaît moi. Je me rends compte. Ça endort les gens. Peut-être. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font déjà. Vu que c'est de la science, vu que c'est du noir sur blanc et que c'est A plus B égale C, eh bien plein de gens en parlent déjà. Donc c'est vrai que est-ce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à relire les mêmes livres de science? Je ne suis pas sûr. Ouais, voilà. Ok, ouais, je partage. Merci pour ton partage là-dessus. Quentin, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour enregistrer cet petit épisode avec moi. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur ce que tu crées, sur ce que tu proposes, où est-ce que tu les renverrais? Ouais, je dirais le podcast déjà. Podcast. S'ils veulent me connaître sur un aspect plus profond et du coup connecter davantage, c'est bien sûr ce podcast Biceps and Mindset sur toutes les plateformes. Je pense que c'est là-dessus. En vrai, c'est même pas tant le fait, il y a moins de monde, tu vois, j'ai pas une audience aussi grosse que sur Instagram ou autre là-dessus, mais c'est là-dessus que je trouve qu'il y a le plus de valeur ajoutée. Donc vraiment là-dessus. Après, si c'est vraiment typé sport, fitness, tout ça, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est facile, Quentin Randis, et puis sur le groupe Facebook, pareil. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Mais venez quand même sur le podcast, c'est quand même plus. Très bien. De toute façon, je mettrai toutes tes infos dans la description, dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Quentin. Trop cool. Avec grand plaisir, mon pote. C'est toujours trop cool de discuter avec toi. Merci encore à Quentin, que tu peux ainsi retrouver sur son podcast Biceps and Mindset, disponible sur toutes les plateformes, comme celle sur laquelle tu es en train d'écouter ce podcast normalement, et sur lequel tu trouveras aussi, comme on l'a mentionné, une interview de moi-même sur son podcast à propos de sujets dont je n'ai que très peu parlé ailleurs. Tout ceci est dans la description de cet épisode ici. Et voilà, on va gentiment s'arrêter avec l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux soutenir le podcast, bien sûr, je sais que ça te tient à cœur. Bien sûr, je comprends. Dans ce cas, je m'en vais t'informer de... Ouais, j'exagère un petit peu, tu vois. J'essaie de vendre mon truc, excuse-moi. Bref, ouais, restons sérieux si tu veux soutenir le podcast. Et n'hésite pas, tu peux aller sur iTunes, sur Apple Podcast, laisser une petite review, un petit avis avec une note, ou tu peux tout simplement partager un des épisodes qui t'a particulièrement plu en story sur Instagram. Par exemple, depuis Spotify, tu peux le faire directement. Tu appuies sur les 3 petits points, partager en story, etc. Voilà, c'est ce bouche à oreille qui aide un podcast à se développer clairement. Et si le message et la valeur que le podcast transporte te résonnent avec toi-même et que tu veux contribuer à faire porter ce message encore plus loin, eh bien, ça fait partie des meilleurs moyens de le faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partent quand je fais mes petites annonces de fin. C'est normal, je comprends. Le plus gros de la valeur de l'épisode est déjà passé. Donc, quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'être présent. On se retrouve au rendez-vous jeudi prochain, c'est sûr. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.